Alors c'est ce qui frappe les esprits, c'est d'abord comment Assad a caché ce départ à tout le monde. Effectivement, c'est peut-être le plus frappant, la précipitation et même la dissimulation délibérée à tous ses conseillers, à tout son entourage, y compris le plus proche. Une scène est frappante. Nous l'avons recréée ici, samedi soir à 21h, alors que sa fuite est actée, qu'il roule vers l'aéroport dans un véhicule blindé. Il enchaîne les coups de fil pour tromper tous ceux qui travaillent avec lui. Il prévient personnellement son directeur de cabinet, Mansour Azam, qu'il rentre chez lui au palais. Il demande au personnel de tenir le repas prêt. Et cette femme, Boutaïna Chaban, sa conseillère en communication, reçoit un coup de fil, elle aussi, pour la prévenir. Eh bien, pas du tout, pour préparer un discours pour une allocution présidentielle. Lorsqu'elle le rappelle 1 heure plus tard, il ne répond plus au téléphone, confie un proche collaborateur. Nous étions prêts à recevoir à tout moment une déclaration ou un message d'Assad. Le dernier à lui parler par téléphone, c'est vraisemblablement son Premier ministre, Mohamed Jalali. Il est alors 22h30. Je lui ai dit combien la situation était difficile, que c'était la panique dans les rues, indique ce dernier. Il m'a répondu « Demain, on verra ». C'est la dernière chose qu'il m'a dite. À cette heure-là, l'avion de Bachar el-Assad est en train de décoller. Le pilote éteint le transpondeur. L'avion disparaît des radars. Il se pose 30 minutes plus tard sur la base russe de Memim à l'ouest du pays. Assad embarque alors dans un avion militaire russe, cette fois direction Moscou. Pendant ce temps, à Damas, l'illusion persiste. À minuit, son service de sécurité réquisitionne un caméraman pour cette fameuse allocution, repoussée au lendemain. L'équipe de communication prévient la presse. Les caméramans se préparent. À 2h du matin, lorsque Bachar el-Assad atterrit à Moscou, 2 de ses conseillers patientent encore dans son bureau à Damas. Le lendemain matin, quand la nouvelle de sa fuite est connue de tous, les manifestants qui envahissent le palais découvrent alors les casseroles du dîner restées sur le feu, les vêtements dans l'armoire, le gel douche dans la salle de bain, des albums de photos de famille dans la bibliothèque. Ce qu'on apprend aussi, c'est que Bachar el-Assad est parti seul, complètement seul, sans personne à ses côtés. Effectivement, Assad n'a emmené personne avec lui, pas même son petit frère, Maher, commandant de la 4e division blindée de l'armée. Lorsqu'il l'apprend par la bande, il se résigne à fuir par ses propres moyens à bord d'un hélicoptère de l'armée qui l'emmène en Irak avant qu'il rejoigne lui aussi la Russie. Assad laisse aussi derrière lui 2 cousins, Ehab et Eyad Maklouf. Eux tentent alors de fuir vers le Liban mais tombent dans une embuscade. L'un meurt, l'autre est blessé et arrêté. À Moscou, Assad retrouve sa femme, Asma, soignée dans la capitale, et ses 3 enfants, notamment son aîné, Hafez, dont il a raté la soutenance de la thèse le jour de la prise d'Alep. Bachar el-Assad qui sort justement du silence pour la première fois aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui même, via ce communiqué, cela faisait 8 jours qu'on n'avait plus de nouvelles de lui et le président est visiblement touché dans son honneur. Il se défend. Mon départ de Syrie n'était pas précipité. Au contraire, je suis restée à Damas accomplissant mon devoir jusqu'au dimanche 8 décembre à l'aube. Il aura évidemment du mal à convaincre et il va même plus loin. Il affirme qu'il ne comptait pas quitter la Syrie ce soir-là, mais qu'il cherchait seulement une protection temporaire, mais que la base russe où il avait trouvé refuge a été ciblée par des drones des rebelles. Moscou a exigé une évacuation immédiate vers la Russie, explique-t-il. Voilà, l'art de construire une histoire, de reconstruire une histoire, mais ça on y viendra tout à l'heure. Oui.